Alors, on a eu le départ qui nous est donné. Donc, très heureuse d'être avec vous ce matin. Du côté du Québec, du côté de la France, on a vraiment une belle communauté RH qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je me présente, Sylvie Auger, directrice principale à la firme EPSI. On a la chance d'ouvrir notre symposium 2022 avec 3 conférenciers exceptionnels. Donc, sans plus tarder, je veux vous présenter d'abord Madame Hélène Zapata. Donc, très heureuse que tu sois là. Hélène, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Hélène, pour une présentation, donc, elle est psychologue du travail, coach, formatrice et enseignante à l'École des psychologues praticiens. Hélène cumule 15 années d'expérience acquise dans différents cabinets de conseil en ressources humaines et en talent management. Manager d'équipe et directrice de projet, elle accompagne ses clients sur des missions de conseil, création, déploiement de processus ou de solutions au service du capital et du collectif humain, de sa performance et de son rayonnement. Elle est directrice générale de la nouvelle filiale d'EPSI France et nous en sommes très fiers. Bienvenue, Hélène. Merci. Monsieur Olivier Pinson, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre symposium. Donc, il est spécialiste des ressources humaines. Olivier a occupé le poste de directeur des ressources humaines, programme antenne numérique, sport et communication de France Télévisions. Il est également collaboré avec les groupes Engie pendant 9 ans en qualité de DRH de la branche réseau Boeing Télécom en tant que responsable RH. En septembre 2021, Olivier intègre l'aventure de Klaxoon, donc en tant que chef People Officer pour mener la stratégie RH. La mission de son équipe, accompagner la croissance de l'entreprise par le recrutement de talents, mais aussi infuser la culture d'entreprise auprès des équipes et libérer leur potentiel. Bonjour, M. Pinson. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous et merci de cet accueil parfait, Sylvie. Merci beaucoup et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, je termine avec Nicolas Roy, qui est chef de la direction chez EPSI. Bonjour, Nicolas. Salut, Sylvie. Salut, salut. Donc, Nicolas est chef de la direction d'EPSI, expert en ressources humaines. Nicolas est mobilisateur, stratège et leader. Il a accompagné plus de 1000 clients dans la gestion de leurs ressources humaines. Diplômé de l'Université de Sherbrooke, il s'est également spécialisé à l'Université d'Oxford en leadership, à l'Université Berkeley à Californie, en bien-être au travail et à l'Institut de leadership en habileté de direction, leadership et en stratégie. Il est membre en règle de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Il est également récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Sans plus tarder, puisqu'on a un bon 50 minutes, je laisse la parole à Nicolas. En fait, Sylvie, merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Au fil du temps, ça nous fait vieillir, ce genre d'introduction-là qui n'arrête pas de s'agrandir. Mais merci, c'est très apprécié. Merci à mes deux collègues aussi, avec qui je vais partager le plancher aujourd'hui. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier, les participants, d'être là. Vous avez été très, très nombreux à vous inscrire, puis on est super contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Puis vous venez vraiment des 4 coins du monde. Donc, c'est le fun de voir cette belle participation-là aujourd'hui. Évidemment, dans le cadre de la conférence comme telle, dans le cadre de la journée, vous allez beaucoup entendre parler de marque employeur sous différents angles. On va parler de leadership, on va parler d'impact qu'on peut avoir sur les autres, on va parler d'intelligence émotionnelle, de bienveillance, de santé mentale, on va parler aussi de changement, de rayonnement, d'engagement et bien d'autres choses. Ça fait qu'on est bien content que vous soyez là. Je profite aussi de l'occasion pour remercier mes partenaires d'affaires, Julie Thibault et André Durivage, pour leur confiance maintenant depuis déjà 16 ans. Puis je vais aussi souligner au passage tous mes collègues du comité de direction qui embarquent souvent et qui contribuent à nos, je ne veux pas dire mais parce que c'est toujours de la co-construction, de la co-création, mais à nos folies professionnelles. Puis à tous les merveilleux collègues d'EPSI France qui se sont joints à nous, puis aussi à Klaxoon. Parce que Klaxoon, c'est une plateforme interactive qui stimule la création, l'innovation, l'efficacité, avec une technologie de pointe. Puis honnêtement, c'est vraiment en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Ça rime parfaitement avec les besoins du monde du travail de 2022 et des années à venir. Je remercie aussi tous les formateurs que vous verrez aujourd'hui. Ils sont tous plus talentueux les uns que les autres. Donc, on a une belle brochette de formateurs aujourd'hui. Notre formidable équipe au marketing et communication qui a rendu cet événement-là possible. Ils ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Donc, un grand merci à vous autres. Et je m'en voudrais de ne pas souligner nos 75 employés et collaborateurs parce que, honnêtement, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, je vous dis un grand merci du fond du cœur.
Donc, aujourd'hui, on va parler des digital et des new ways of work comme levier d'expérience employée, comme vous le savez. Puis, je pense qu'à l'ère d'agilité, puis en quête de sens, en quête de bonheur au travail, en quête d'intelligence collective, on va regarder ensemble pourquoi c'est important d'investir sur sa marque employeur puis l'expérience collaborateur. On va déconstruire un peu on va voir comment on peut déconstruire les idées alentour de ces concepts-là. On va voir comment on peut y voir plus clair dans un monde toujours plus volatile, incertain, donc un monde toujours plus VICA. Et on va voir comment on peut tirer son épingle du jeu en termes de marque employeur et d'expérience. C'est le menu qu'on a pour les prochains, je dirais, 40 minutes. Ça vous convient? Super. Donc, sans plus tarder, on a parlé de Klaxon tantôt. Vous voyez, on va passer à la prochaine slide pour que vous puissiez, dans le fond, vraiment embarquer dans l'expérience Klaxon et on va interagir avec Klaxon tout au long des 40 prochaines minutes. Donc, je vous demanderai de vous joindre si vous le voulez bien. Vous voyez à l'écran, dans le fond, les deux façons de se joindre. Il y a un QR code. Vous avez simplement à le faire avec votre téléphone mobile, avec votre mobile, ou tout simplement aller sur la plateforme Klaxon, un des deux liens-là, et entrer le code que vous voyez, le HPW ZKMW. Je vais vous donner quelques secondes pour le faire parce que je vais vous lancer une première question parce que pour moi, c'est important de vous faire travailler aujourd'hui. Il n'y a pas juste nous qui allons parler. On veut voir un peu les idées que vous avez, puis on veut lancer un premier nuage de mots. Puis on va vous poser la question suivante, c'est qu'est-ce qu'une bonne expérience employée représente pour vous? Donc, je ne sais pas, Lisa, si c'est possible pour toi de nous montrer à l'écran ce qu'on peut voir. Parfait. Donc, merci beaucoup, Lisa. Oh, donc des mots vraiment intéressants. Évidemment, étant un fervent amateur de bonheur au travail, je suis content de voir le bonheur, évidemment, en gros. Échange, confiance, développement, collaboration, appartenance, compassion. Vraiment des concepts très, très forts comme tels en lien avec la marque employeur et surtout l'expérience employée. L'enthousiasme, la culture, les échanges, la bienveillance. Un autre terme que j'affectionne beaucoup, l'enthousiasme, la motivation. Merci beaucoup pour votre participation au premier Klaxon. Comme tel, on va en avoir assurément un autre d'ici la fin de cette conférence-là, mais gardez en tête ces concepts-là. Parce qu'on va y revenir, on va y refaire référence à plusieurs reprises au cours de la conférence. Sur ce, sans plus tarder, je vais passer le ballon à ma chère collègue Hélène pour la suite de la présentation. Merci, Nicolas. Est-ce que, Lisa, on peut... Tu peux reprendre la main, Hélène, si tu veux. Oui, parfait. C'est bon pour vous? Alors, merci. On a commencé par voir des mots tels que le bonheur, l'enthousiasme, la collaboration, la confiance. Puis moi, je commence par mettre les pieds dans le plat avec ce premier slide sur le stress des salariés. Est-il un problème? Alors, c'est un problème, mais j'ai aussi envie de dire que c'est une opportunité. Comment en faire une opportunité? Notre conférence est autour des leviers, autour de tout ça. En tout cas, c'est une réalité. Comme le disait Nicolas, on n'a jamais autant parlé de bien-être au travail, de bonheur des salariés, de santé psychologique, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, d'engagement. Et évidemment que la pandémie a accéléré tout ça. Paradoxalement, et je mets un peu les pieds dans le plat, les études démontrent que le monde du travail, et notamment les salariés, sont très impactés par la fatigue, le stress et le désengagement. La fatigue, 79% des dirigeants ont constaté une perte de productivité due à l'épuisement de leurs employés. Le stress,
57% des travailleurs américains et canadiens, vous voyez le clin d'œil, hein, ont déclaré ressentir du stress quotidiennement. Et puis, le désengagement, aujourd'hui, seuls 36% des employés se disent engagés au travail. Ce qui est intéressant, c'est que 43% des entreprises ont mis en place une politique d'expérience collaborateur, seulement 43%, alors que 82% d'entre elles disaient que c'était un atout crucial en fait, pour leur développement et pendant la crise. Aujourd'hui, on parle, donc pour revenir sur le stress des salariés et les problématiques, on parle de Zoom, de team fatigue, on parle de technofragile, on parle de plus en plus de bore-out, de burn-out. Quand on connaît les impacts du bonheur au travail sur la performance individuelle et collective, et on va y revenir plus tard avec Olivier, qui va nous apporter des éléments sur ces sujets, on se rend compte qu'il est vraiment primordial, important d'agir et de prendre ces sujets à bras-le-corps, non seulement pour nos salariés, c'est une évidence, mais aussi pour nos entreprises. Donc, ces sujets de marque employeur, d'expérience employée deviennent primordiaux, stratégiques, notamment avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et dans nos entreprises. Alors, tout ça va s'appuyer sur quelques contextes et constats qu'on voulait partager avec vous. Cette montée en puissance de l'expérience collaborateur, elle s'appuie aussi sur des facteurs qui ont encouragé les organisations à passer d'un programme, on va dire, d'engagement à une véritable approche globale stratégique de l'expérience collaborateur. Parmi ces facteurs, il y a par exemple l'essor des médias sociaux, les évolutions sociodémographiques, les aspirations professionnelles des nouvelles générations, on va en reparler, et puis les évolutions des modèles économiques. Alors, le premier élément important qu'on voulait partager avec vous, et je pense sur lequel on est tous assez ouverts d'esprit et dont on est tous conscients, c'est cette fameuse guerre des talents. Il y a quelques années, les entreprises rivalisaient surtout pour attirer et fidéliser leurs clients sur le marché de leur consommation, sur le marché professionnel. Aujourd'hui, elles ont un nouveau terrain de jeu, entre guillemets, ou terrain de difficulté, qui est elles luttent de plus en plus pour fidéliser et attirer leurs employés et leurs futurs employés. Donc, ça pose la question de cette notion de réputation, de e-réputation. Donc, on y associe aussi la marque employeur, puisqu'aujourd'hui, une expérience optimale professionnelle, proposer une expérience optimale à ses collaborateurs est donc un enjeu majeur pour attirer du bon buzz, attirer des talents, fidéliser, puis surtout éviter du bad buzz. Le deuxième élément, c'est les notions des aspirations et notamment des nouvelles générations. Alors, c'est la première fois dans l'histoire que cohabitent dans l'entreprise 4 générations différentes. Les X, les millennials, les Y et les Z. Et donc, l'idée, c'est qu'évidemment, leurs aspirations les aspirations des collaborateurs, des salariés dans l'entreprise, sont diverses, variées. Aujourd'hui, les millennials, sans catégoriser ou sans prendre de raccourcis, mais veulent plus d'opportunités, des moyens de pouvoir s'exprimer. D'où la notion de changer aussi nos postures, nos outils, nos manières de travailler ensemble. Ils attendent du sens, de l'éthique, de l'impact de leurs entreprises, de la responsabilisation et de l'autonomie dans leur job. Et donc, un des éléments qu'on va voir aussi un peu plus tard, c'est que l'entreprise ne doit plus seulement proposer un job, un emploi, elle doit vraiment proposer une expérience de travail, un parcours comme une aventure collective. C'est cette volonté aussi, ce qui est associé à ça, c'est aussi la volonté d'être pris en compte comme un individu dans les aspirations de ces nouvelles générations. Il y a aussi cette notion paradoxalement de l'aventure collective, mais aussi d'être pris à part entière en fonction de mes attentes, mes besoins. Et donc, c'est important pour l'entreprise de pouvoir s'adapter, de mener des programmes à la fois globaux, on va dire pour l'ensemble de ses salariés, mais aussi de s'attacher à prendre en compte les singularités et les aspirations particulières. Le troisième élément dont on voulait parler, c'est la digitalisation au sein des entreprises. Bon, ça, je pense que ce n'est pas forcément le lieu d'en parler aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des organisations qui évoluent encore plus vite que jamais. Tout ce que va pouvoir nous partager ensuite et l'enjeu de cette conférence, c'est évidemment comment faire du digital et de cet enjeu-là et de ces nouvelles manières de travailler des leviers d'engagement et de collaboration optimale. Tout ça nous pousse à changer et on observe un certain nombre d'évolutions et notamment de nos modèles, de nos processus, de nos visions, de nos états d'esprit. Il y a quelques temps, on était plutôt sur un marché, un contexte avec une forte demande, une forte offre. Et donc, on était plutôt centré sur le produit avec un enjeu sur la productivité et donc sur la valeur créée
de la valeur créée par l'entreprise. On est ensuite passé sur un focus sur les clients parce que des contextes d'internationalisation, de concurrence. Et là, vraiment, le client est devenu le cœur des sujets et des enjeux, avec un enjeu autour de processus liés au marketing et donc de valeur créée pour le client, pour l'extérieur, pour son écosystème d'affaires et clients. Et puis, on est passé dans ce troisième volet qui est lié à la guerre des talents, à ce phénomène de grande démission dont on vient de parler. Et là, vraiment, ce qui est au cœur du sujet, c'est l'employé, les employés. Et donc là, on est sur la création de valeur par l'humain et donc sur des dimensions de marketing RH. Ce qui est intéressant, c'est dans ces évolutions, on a dû adapter un certain nombre de nos outils, de nos approches marketing, etc. Par exemple, on voit que la Customer Value Proposition s'est déclinée en Employee Value Proposition, que l'image de marque de l'entreprise s'est déclinée en marque employeur, que l'expérience client s'est déclinée en expérience employée, et donc c'est bien l'enjeu de notre sujet aujourd'hui. Et donc le constat qui est important à partager, c'est que de plus en plus, et au cœur de nos réacteurs, en fait, et de nos entreprises et de nos croissances, il y a nos employés qui sont les vrais leaders de notre croissance. Tout ça, quand on a dit tout ça, on est dans un monde, évidemment, qui est en perpétuelle évolution. La pandémie l'a accéléré, puis on est passé dans ce qu'on appelle le nouveau normal. D'accord ? Ce nouveau monde du travail qui a été complètement bouleversant, qui a bouleversé aussi, et qui a été bouleversé par des transformations très, très radicales, et qui entraîne de nouveaux paradigmes et de nouvelles réalités qui s'inspirent beaucoup des méthodes agiles. Alors, ces nouveaux paradigmes, on est passé d'une approche qui était centrée sur les processus et les outils à une approche qui est centrée sur l'humain. On l'a vu juste avant, excusez-moi. Et puis, cette notion d'équilibre et d'égalité entre l'expérience employée et l'expérience client. Donc ça, c'est cette dimension de la symétrie des attentions, de la compréhension de mes besoins. Cet élément-là, c'est traiter vos employés comme vous souhaiteriez qu'ils traitent vos clients, soigner vos employés, ils traiteront votre business et vos clients. Dans les nouvelles réalités, tout ce nouveau normal remet en perspective complètement la notion de distance. La distance en est plus une, physique, digitale, synchrone, asynchrone. Le temps aussi n'est plus on a un nouveau rapport au temps. Alors avec ces notions de travailler ensemble en même temps ou de manière asynchrone, on est vraiment dans des réalités où l'immédiateté de la réponse est notre nouveau normal. Et le court terme, et donc là, ça pose aussi la question de comment réintégrer le temps long dans nos collaborations et dans nos modèles d'affaires. Évidemment, la relation ces nouvelles réalités impactent beaucoup aussi les modes de relation. On manage des situations nouvelles qui allient physique, digital, de nouvelles modes d'organisation, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce nouveau normal nous pousse à nous adapter et à revoir nos manières de penser et surtout à faire attention à la distorsion de perception puisque il peut y avoir une différence entre l'intention du message et la perception qui est recueillie. Une donnée peut se transformer en une autre, une consigne peut se perdre en cours de route, un email informatif peut être mal accueilli, etc., etc. Donc, cela entraîne évidemment de nouveaux défis dans nos organisations, des évolutions importantes et puis bien sûr, dans nos manières de travailler, autour de la manière de faire ensemble et de travailler ensemble. Alors justement, Olivier, de quoi on parle quand on parle d'expérience employée, d'EX, d'expérience value, d'employee value proposition? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec grand plaisir et merci Hélène. Donc bonjour à tous et à toutes pour ceux qui nous ont rejoints entre le début du webinaire et maintenant. Ce qui est clair, c'est que l'expérience employée, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, c'est une notion qui est assez récente, qu'on a longtemps utilisée pour les clients au départ, en jeu de relation client, l'expérience client qui est devenue l'expérience employée. On vous a mis une définition pour qu'on puisse bien parler de la même chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une attente et une volonté des entreprises, une attente de nos collaborateurs et de nos candidats à ce qu'on adapte, qu'on leur fasse, on va dire, leur fasse vivre une expérience sur mesure et personnalisée pendant toute leur vie et leur expérience au sein de l'entreprise. Du moment où ils vont faire acte de candidature, donc avant même qu'ils deviennent collaborateurs, jusqu'au moment où ils vont quitter l'entreprise. Quand on dit une expérience personnalisée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de la même chose pour tout le monde.
une capacité à être en capacité à ce que moi j'appelle aussi de manière un peu marketing du glocal, c'est-à-dire qu'avec un socle commun global pour toute l'entreprise, mais une capacité à adapter et à avoir des choses très spécifiques pour chacun ou chacune d'entre nous, en fonction de son métier, en fonction de son expérience, et puis dans une certaine mesure en fonction de ses attentes. Derrière, moi, ce que j'identifie dans ce sujet-là et que je voulais partager avec vous, c'est aussi un enjeu de rythme et d'avoir en permanence cet effet un peu waouh que nos générations et nos plus récentes générations vont attendre de l'entreprise. Être un peu étonné en permanence sur son travail et pas venir avec une routine un peu monotone de j'arrive le matin, je fais mon travail et je reviens le soir. Il y a des fois où, à un moment donné, c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix. Mais le rôle de l'entreprise derrière est de pouvoir insuffler, mettre en œuvre et cultiver, parce que je crois vraiment à cette notion de cultiver, cet effet waouh qui va surprendre nos collaborateurs régulièrement et donc renforcer leur engagement et leur donner envie de rester. Alors, ça doit être créatif, on doit être également très pragmatique, parce que quand on fait des trucs un peu perchés, la difficulté, c'est qu'on peut être un peu en décalage avec la réalité du monde professionnel. Et tout le sujet est de réussir à trouver l'équilibre et mettre le curseur au bon endroit, avec des enjeux créatifs, nouveautés, mais tout en étant très pragmatique pour faire en sorte qu'à un moment donné, ça n'entache pas le quotidien et la performance de l'entreprise. Et là, on est en train de parler de quelque chose d'important sur l'expérience collaborateur, je l'ai indiqué tout à l'heure et c'est marqué d'ailleurs dans la définition, qui est le moment où on fait acte de candidature jusqu'au moment où on intègre l'entreprise et le moment où on est amené à la quitter. Moi, je vais élargir un peu le sujet parce que je reste convaincu que même quand on est potentiellement un client d'entreprise et pas dans une démarche de la rejoindre en tant que collaborateur, on est aussi impacté par cette expérience employée parce qu'on est en contact en tant que client avec des collaborateurs de l'entreprise. Et cet enjeu, ce bien-être, cette culture, cette atmosphère, elle s'infuse aussi auprès des clients et elle n'est pas à minimiser. Donc, c'est même bien avant l'acte de candidature, selon moi. Et puis, si je vais dans l'opposé, pour moi, ça ne s'arrête pas quand on quitte l'entreprise. Hélène, tu l'as indiqué tout à l'heure et je ne peux qu'être d'accord, on est sur une guerre des talents extrêmement forte depuis quelques mois et quelques années. Et moi, je crois beaucoup à la notion d'employé boomerang et c'est très vertueux dans ma bouche. C'est-à-dire que quand on est amené à quitter l'entreprise à un moment donné, qu'on la quitte dans des bonnes conditions pour saisir de nouvelles opportunités, voir autre chose dans sa vie professionnelle, et ben aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne reviendra jamais dans son entreprise après avoir fait une autre expérience, après avoir acquis d'autres choses dans un nouvel environnement. Et le fait de quitter dans des bonnes conditions et surtout de continuer à développer auprès de ses anciens employés cet enjeu d'expérience collaborateur, d'expérience employée, donne envie potentiellement, ou pourrait donner envie à des anciens collègues de revenir quelques années plus tard et de renforcer encore plus cette expérience employée. Donc, cet enjeu d'employé value proposition est aussi en train d'évoluer au fur et à mesure. Elle n'est pas figée, mais en tout cas, elle n'est pas aussi figée que ça. Et quand on a cette expérience employée au top, on peut se dire qu'à un moment donné, on a des équipes qui sont heureuses. Et c'est le point que je voulais évoquer également avec vous, la notion de salariés heureux dans l'entreprise. Si tu peux passer le slide, merci beaucoup. Donc ça, c'est quelques datas que je voulais partager avec vous, qui peuvent paraître des chiffres anodins hors contexte, mais que je souhaitais partager avec vous. Déjà, parce que quand on a des salariés heureux dans l'entreprise, c'est 2 fois moins de personnes en maladie. Ce sont des datas qui sont fournies par HDO. 6, c'est 6 fois moins d'absence. Donc, ça veut dire que quand on a des salariés qui sont heureux, l'absentéisme est structurellement en baisse par rapport à des équipes où quand on a identifié que nos salariés n'étaient pas heureux. C'est également un enjeu d'engagement et de loyauté 9 fois plus fort et un taux de productivité 15% plus important. Et donc, dans un enjeu de performance et de durabilité moyen-long terme, c'est absolument pas à minimiser parce qu'à un moment donné, on sait très bien que ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour la durabilité et puis le développement de l'entreprise. On a aussi un enjeu de créativité, des salariés qui sont heureux, qui sont alignés dans leur environnement professionnel. Et c'est 55% de créativité en plus que dans un environnement dans lequel on n'a pas. Et puis, l'impact business, il est aussi réel puisqu'on se rend compte, et c'est ce que je disais juste précédemment, c'est que quand on a des salariés qui sont heureux et bien alignés, à un moment donné, on retrouve une satisfaction client de 30% supérieure, ce qui a un impact fort parce qu'à un moment donné, on sait vous savez aussi bien que moi que la satisfaction client est fondamentale et régulièrement traquée et suivie avec différents indicateurs et c'est important. Enfin, le dernier chiffre, et il n'est pas des moindres, 97, on parle en milliards d'euros. C'est le coût que pourrait représenter le désengagement des salariés dans l'entreprise. C'est énorme et il ne faut pas le minimiser. Bien sûr, il n'est pas
il n'est pas figé d'une année sur l'autre, il évolue, mais en tout cas, c'est un chiffre qui est suffisamment important pour qu'on se rende compte qu'il est fondamental et très structurant de contribuer et de mettre en œuvre, via l'expérience employée, toutes les actions qui permettent d'avoir des équipes, collectivement et individuellement, bien évidemment, heureuses et bien alignées dans l'environnement professionnel. Alors, je voulais aussi partager avec vous une slide qui met en avant, en fait, les deux situations dans lesquelles on peut se retrouver quand à un moment donné, on n'a pas pris en compte à sa juste mesure l'importance et le pilotage de l'expérience collaborateur dans l'entreprise. Si tu peux avancer, Hélène, comme ça, on va tout afficher, comme ça, je vais pouvoir le commenter. Voilà. Donc, il y a deux trajectoires dans laquelle on peut tomber, qui est bien entendu un cercle vertueux, qui est l'objectif recherché, hein, bien évidemment, et puis malheureusement le cercle vicieux qui peut aussi se retrouver quand à un moment donné, on n'a pas pris en compte correctement cet enjeu de pilotage et de management de l'expérience employée. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le cercle vertueux, il a une conséquence assez forte, c'est que quand on en est là, c'est qu'on est en permanence dans la mise en place d'actions curatives. C'est-à-dire que le mal est fait, on est en permanence à vouloir essayer d'être un peu en mode pompier, c'est-à-dire de rattraper des choses qui ont été soit pas bien faites, mal faites, ou qu'il faut corriger rapidement. Et vous le savez comme moi, quand on est en mode pompier, là, ça prend beaucoup de temps, c'est consommateur d'énergie, c'est consommateur de beaucoup de temps et de mobilisation, et avec malheureusement des actions qui sont parfois initiées et qui ont pour conséquence des enjeux de dévalorisation, comme c'est indiqué, des départs parfois, souvent une baisse de productivité et du désengagement, et que d'énergie pour sortir de ce cercle vicieux, alors que quand on a conscience de cette situation, et qu'on est en capacité à être un peu dans l'anticipation et pas dans la réaction, plus en mode pompier, mais plutôt en mode prévention et anticipation, on ne peut pas exclure ne pas avoir quelques conséquences de départ ou de désengagement, mais ils sont beaucoup moindres et on est plutôt cette fois-ci dans un cercle vertueux. Et moi, pour illustrer cet élément-là, je voulais vous expliquer ou vous illustrer la situation par ce qu'on fait chez Klaxoon dans l'entreprise, hein, donc dans mon équipe, en l'occurrence au sein de l'équipe RH de Klaxoon, qui, à défaut d'avoir la prétention de vous indiquer qu'on est dans un cercle vertueux, mais en tout cas ne pas tomber dans cet enjeu de cercle vicieux et donc dépenser moins d'énergie pour engager ces équipes, pour faire constater de la productivité, avoir des équipes qui se sentent valorisées et qui valorisent aussi leur travail, et puis avoir le plus de fidélité et d'engagement dans la collaboration. Nous, ce qu'on met en place, et ce que je mets en place de manière quotidienne et hebdomadaire dans mon équipe, c'est via notre outil Klaxoon que vous avez pu expérimenter tout à l'heure, deux séquences que j'appelle des daily et des weekly, qui sont en fait des synchronisations d'équipes de très courte durée qui permettent tous les matins pour le daily ou une fois par semaine pour le weekly, en fait, de capter les signaux faibles et de permettre de partager dans une cohésion d'équipe en toute simplicité les tops et les flops de son activité, en l'occurrence l'activité RH. Concrètement, comment ça se traduit? Tous les matins, pendant un quart d'heure, de 9h15 à 9h30, on se réunit tous autour d'un board, en hybride, en présentiel, puisque l'outil permet de le gérer de manière très simple et très souple, et on partage notre activité du jour, ce qu'on va faire, sans rentrer dans un détail, mais voilà, je vais avoir des entretiens d'embauche, je vais avoir des points d'échange avec les managers, et comme ça, on est au courant de manière collective de qui va faire quoi. Et on est aussi en capacité de dire, voilà, sur ce point-là, je ne suis pas confort et je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir un entretien de recrutement un peu compliqué, je ne suis pas super à l'aise, est-ce que quelqu'un de l'équipe peut me venir en aide? Et dans ce cas-là, on partage, on le fait et ça se fait naturellement. Et l'autre point, c'est son mood du jour. Dans quel état d'esprit je suis ce matin? Et c'est là où l'outil a une puissance incroyable. C'est que on a tous des hauts et des bas. Il y a des fois où on a bien dormi, il y a des fois où quand on a des enfants en bas âge, la nuit a été plus courte que ce qu'on aurait souhaité qu'elle soit. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a passé une mauvaise nuit qu'on ne va pas bien. Mais ce qui est intéressant, et comme on le fait tous les jours, c'est que quand on a un collègue qui est en situation de fatigue ou qui n'est pas en bonne mood pendant 4, 5 ou 6 jours, c'est plus un bad mood, c'est un signal faible. Et le signal faible, quand on l'a identifié, c'est plus facile de le traiter. Et je reviens sur mon propos de début d'échange, on n'est plus en curatif, on est en préventif parce qu'on est tous attentifs collectivement au bonheur, ou en tout cas à l'alignement de nos collègues et moi en tant que manager de mes équipes. Et en fait, ça permet de pouvoir, soit en collectif, soit par un petit coup de téléphone par la suite, être sûr, OK, j'ai vu que ça fait quelques jours où c'est pas OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour retrouver, entre guillemets, un
un alignement plus OK. Et ça n'a pas de prix parce que vous savez comme moi, comment c'est parfois difficile de capter des signaux faibles quand en plus on est à distance ou quand on a une activité assez dense et qu'on n'a pas le temps qu'on aimerait pour être en anticipation de ces sujets-là. Et donc ça, on le fait tous les jours et ça marche. Et puis, pour finir la semaine sur une note un peu positive et un peu fun, en fin de semaine, le vendredi généralement, pendant 40 minutes, tous, on partage ce qu'on a fait de top dans la semaine, ce qui nous a un peu agacé, ce qui nous a irrité. Comme ça permet aussi d'identifier les signaux faibles et l'activité qu'on prévoit de faire la semaine prochaine. Et on le fait avec un environnement assez fun au sein de l'équipe RH, sur lequel on partage des gifs, on partage des anecdotes parfois très professionnelles, parfois très personnelles. Et tout ça, ça crée une dynamique extrêmement positive, ça crée une expérience de collaboration du quotidien qui fait en plus qu'on est dans un cercle vertueux parce qu'on sait qu'on peut dire les choses, parce qu'on n'est pas en mode « OK, je perçois mais je ne suis pas sûr, c'est partagé, c'est pas partagé » et que les signaux faibles deviennent rapidement des signaux très lisibles, partagés et en plus faits avec beaucoup de bienveillance, de sincérité et sur lesquels on peut agir très simplement. Et ça, je voulais partager avec vous parce qu'au-delà de la conférence, c'est aussi un partage d'expérience que moi, je ne connaissais pas avant d'arriver chez Klaxoon. Et je le dis avec vraiment une totale sincérité, dont je ne pourrais plus me passer désormais, à quel point c'est précieux et c'est vertueux. Vous l'aurez compris, hein, l'humain au centre, dans cet enjeu d'expérience collaborateur, il est fondamental. Sur ce slide, il y a tout un tas de hashtags. Je vais pas forcément les relire tous, mais moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est que les équipes RH, et par l'expérience collaborateur qu'elles peuvent organiser, mettre en œuvre ou voire même cultiver au quotidien, ce sont des éléments qui apportent fortement de la valeur à l'entreprise, qui sont très, pas valorisables ou valorisants, mais qui apportent de la valeur au management. Quand à un moment donné, on peut accompagner nos managers en tant qu'équipe RH sur l'ensemble de ces points dans leur quotidien, à un moment donné, on se retrouve qu'on va nécessairement, par l'agilité, l'innovation ou encore le soutien, avoir des équipes qui sont motivées. S'il y a de la motivation, il y aura nécessairement de l'engagement dans leur expérience. Et s'il y a de l'engagement, il y aura de la performance. Et vous savez comme moi que sans performance, c'est compliqué d'avoir une entreprise qui est durable et qui progresse et qui croît. Alors, il y a des fois, on n'en a pas tout le temps, mais c'est quand même une notion qui est quand même nécessaire au développement de l'entreprise. Et les équipes RH, par la construction d'une expérience employée structurée et formalisée et cultivée, et l'humain au centre, bien entendu, va contribuer à faire cela avec le partenaire business que sont nos managers. Et tout ça, ça va nous permettre de rayonner en interne, bien évidemment, parce que ça va créer du positivisme, mais également en externe. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, par nos clients, nos futurs candidats qui vont devenir nos talents et nos collaborateurs, mais également vis-à-vis des collègues qui sont partis et qui sont amenés à revenir un jour. Et tout ça, à un moment donné, ça leur donnera soit envie de venir, soit envie de rester et probablement envie de revenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci Olivier. Alors, un autre petit… Oui, on lance un prochain Klaxoon. Merci beaucoup, Olivier. C'était très intéressant et beaucoup de concepts qu'on va voir qui vont revenir dans les prochaines minutes. Ceci étant dit, j'ai encore le goût de vous faire réfléchir un peu, puis on lance une prochaine activité, donc on sollicite votre intelligence collective. Évidemment, dans la prochaine activité Klaxoon, et vous voyez à l'écran, donc pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de se connecter la première fois, vous avez les informations pour le faire, hein, encore avec le code QR ou directement sur le lien qui est inclus ou cliquer le deuxième lien et ajouter le code directement, le HPWZKMW. Ceci étant dit, on vous parle de 4 concepts, hein, des concepts qu'on vous a déjà introduits dans le cadre de cette conférence-là. On parle de la bienveillance, du sens au travail, les moyens, donc outils, processus, méthodes, approches, et l'engagement. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est de les classer. Donc, pour vous, quels sont les plus impactants en ordre de priorité? Donc, je vous lance ça en termes d'expérience employée. Donc, je vous lance ça. Donc, Lisa, si c'est possible pour toi de partir le klaxon. C'est fait. Merci. Ça va s'afficher. Évidemment, ce n'est pas un exercice facile qu'on vous demande, mais on est très curieux de voir comment vous allez les positionner. Donc, on va vous donner encore quelques secondes. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires
dans le chat au besoin. Ça va toujours nous faire plaisir de vous lire sur questions que vous allez avoir. S'il reste du temps à la fin, on va les adresser sans problème. Sinon, on va faire un beau petit suivi après. Donc, c'est ça. Je vois qu'il reste une quarantaine de personnes à compléter leur réponse. Je vous donne encore un petit 10 secondes, puis on va passer à la prochaine. C'est dur, hein, mais c'est pas si simple. Ouais. Non, c'est pas si simple, effectivement. Mais on le savait, hein, on vous a mis en garde que c'était pas si simple que ça. Donc, parfait, je pense qu'on va mettre fin, Lisa. Donc, on a les résultats. Donc, la bienveillance, le sens, l'engagement et les moyens. Si tu veux bien reprendre la main, Hélène, pour le PowerPoint. Tout à fait. Je trouve ça intéressant comme classement. Puis j'ai bien hâte d'en jaser avec vous autres. On va donner quelques petites secondes à Hélène pour nous remettre le tout. On va passer à la prochaine. C'est bon? C'est correct ton affichage? C'est parfait. Tu peux même y aller, je pense, un autre de plus. Exact. Donc, évidemment, on vous demandait de positionner bienveillance, sens, moyen, engagement. Ce que vous avez fait, pas mal dans l'ordre. Donc, vous avez fait bienveillance, sens, engagement et moyen. Et moi, j'ai le goût de vous dire aujourd'hui qu'il n'y avait pas vraiment de classement à faire. Parce que si on le fait un peu comme un classement, bien, c'est un peu la méthode de l'adéquation. Hein. Ce n'est pas une addition comme telle qu'on veut aller chercher. On veut plutôt aller chercher l'effet multiplicateur de ces variables-là. Parce que, admettons qu'on en avait une des 4 qui était beaucoup plus faible, ça viendrait annuler tous les efforts qui ont été faits pour les autres en termes d'expérience employée. Puis ça, c'est important. Je pense que c'est un des messages qu'on veut véhiculer aujourd'hui, c'est que l'effort doit être fait partout. Parce que si ce n'est pas le cas, bien évidemment, ça va être un peu comme un coup d'épée dans l'eau. L'expérience employée va être sévèrement impactée. Par contre, si on le prend de l'autre côté, puis c'est là que je trouve l'effet multiplicateur est très, 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 très intéressant, c'est que les efforts, s'ils sont mis partout, vous allez vraiment multiplier le résultat et l'impact sur l'expérience employée. Donc, vous allez chercher encore une expérience employée plus enrichissante, plus motivante, plus mobilisante. Donc, je vous le dis comme tel, c'est un puissant levier, dans le fond, d'expérience employée, la combinaison de ces 4 facteurs-là. Et on va les regarder un petit peu plus en détail sur la prochaine slide parce que ça vient d'un modèle qu'on a créé chez nous comme tel chez EPSI. Puis, pour faire la petite histoire comme telle, c'est qu'on s'est dit au début de la pandémie, on a beaucoup regardé ce qui se passait, tout ça, puis on s'est beaucoup attardé sur le concept de santé organisationnelle. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir une organisation en santé? Et là, on a beaucoup parlé de stratégie, on a beaucoup parlé de santé financière, on a parlé de santé humaine, évidemment, vous le savez, c'est notre expertise comme telle. Puis là, on s'est dit, parce que les organisations travaillaient beaucoup à rester ou à devenir ou à aller chercher cette santé financière-là par des stratégies. Puis on s'est dit, pourquoi on ne focuserait pas sur l'humain? Parce que clairement, c'est l'humain qui est au cœur, dans le fond, de la réussite des entreprises. Puis ça nous a amené notre réflexion. On en a beaucoup jasé. Puis pour nous, ça a toujours été le cœur d'une organisation, ça a toujours été l'humain. Puis on était très, 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 très contents d'avoir élaboré ce modèle-là que vous voyez présentement parce que ça nous parle comme tel, puis le focus est vraiment mis sur cette expérience employée-là. On a vu tout à l'heure les avantages qu'une expérience employée solide donnait à une organisation. Puis c'est ça, on avait le goût de vous partager ça ce matin, surtout dans le contexte où on est en pénurie de main-d'œuvre, on est en constant changement technologique, on est en période d'incertitude, on est dans un nouveau normal. Et avec ces 4 dimensions-là, ça nous permet d'avoir une idée claire de où est-ce que notre organisation se positionne à l'heure actuelle, mais nous donner des outils pour se positionner pour les années à venir. Parce que si on regarde le contexte, entre autres au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, bien, je vous le confirme, d'ici 2036, selon certaines études, il n'y aura pas trop de changements. C'est un problème qui va ne faire que s'aggraver. Donc, avant qu'on retourne à un équilibre comme tel, il y a encore plusieurs années devant nous. Donc, aussi bien mettre l'épaule à la roue dès maintenant pour tenter justement d'avoir des organisations solides. Donc,
4 dimensions comme telles, puis on va commencer par le sens. Le sens, c'est vraiment le sentiment de faire partie de quelque chose de significatif, d'important. C'est quand un individu sent qu'il peut contribuer activement, dans le fond, à l'atteinte d'objectifs communs. Dans le fond, ça fait référence au pourquoi. Ça, puissant vecteur de motivation. Nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est que, OK, qu'est-ce qui génère le sens comme tel? On en a développé 4 sous-dimensions, dont la première, mission, vision, valeur. Donc, non seulement c'est le fun de les avoir sur un mur, mais c'est le fun que les employés les connaissent, les comprennent, les intègrent, dans le fond, dans leur pratique. C'est important que mission, vision, valeur, ça soit vraiment au cœur, dans le fond, de l'expérience employée. On parle aussi d'objectifs et attentes. Bon, évidemment, quand on parle d'objectifs et attentes, bien, on veut s'assurer que les employés ont la chance d'y contribuer, les comprendre. Un employé a besoin de savoir, un collaborateur a besoin de savoir ce qu'on attend de lui comme tel ou d'elle. C'est super important. Après, il y a le style et la culture de gestion qui a un impact assez important sur le sens au travail des collaborateurs. Donc, ça aussi, c'est une dimension une sous-dimension qui était vraiment importante dans notre modèle. Et évidemment, les indicateurs de performance, parce que toute organisation a besoin quand même d'avoir ça, mais il faut les connaître, il faut qu'ils soient partagés, mais il faut être capable aussi d'évaluer leur évolution dans le temps, leur progression, l'avancement. Ça, très important en termes de sens au travail. Je m'attarde au prochain, qui est les moyens que vous aviez mis dans le classement en dernier. Par contre, il n'y a rien de plus fâchant qu'essayer de réaliser son travail puis pas avoir les bons outils ou les bons processus pour atteindre ses objectifs. Donc, je vous le dis, les moyens, très importants. Ceci étant dit, on parle de méthode, d'approche, d'outils, de processus qui encadrent un peu le rôle d'un collaborateur. Pour nous, rôle et responsabilité, donc il faut être clair là-dessus, il faut que ça soit connu, mais il faut que ça soit aussi accepté. Et les outils de travail, on a parlé d'outils, mais ça peut être le matériel, la technologie, hein, surtout dans le monde qu'on connaît, où est-ce que l'hybride a quand même une place assez importante, où le travail à distance, même en présentiel, les outils de travail, super importants, mais aussi la formation qui vient avec ça. Des fois, on a les bons outils, par contre, pas de formation qui vient avec ça, donc c'est difficile de les utiliser à leur plein potentiel. Et tout ce qui va toucher les politiques, processus, méthodes, évidemment, on veut des éléments efficaces, on veut qu'il y ait une bonne structure. On ne veut pas avoir non plus une structure trop lourde au niveau des processus, que ça devienne trop bureaucratique. Ce n'est pas vraiment l'objectif, c'est vraiment centré sur le lean, sur l'efficacité. Évidemment, les ressources humaines financières, bien, il faut avoir, dans le fond, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Fait que c'est important que les ressources qui sont requises pour réaliser une expérience employée, ils soient mis à profit et qu'ils soient disponibles. L'autre, c'est l'engagement. L'engagement, dans le fond, c'est le lien émotionnel, cognitif, comportemental que les employés ont avec l'organisation. Ça se traduit par sentiment de fierté, sentiment de vouloir investir beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie au sein de l'organisation, vraiment faire preuve de dévouement. Tantôt, Olivier a parlé de cultiver. Bien, c'est un peu ça, hein? C'est cultiver cette passion-là qui va amener les employés, dans le fond, à donner un effort supplémentaire pour contribuer à leur succès, mais surtout au succès de l'organisation. Engagement, 4 encore sous-dimensions, tout ce qui touche le développement professionnel, formation, coaching, mentorat, feedback, très, très, très important. L'environnement sain, hein? Avoir un bon environnement de travail, des bonnes conditions de travail, s'assurer qu'il y a une reconnaissance des compétences des collaborateurs, mais aussi des efforts qu'ils vont mettre au jour le jour. Tout ce qui touche la responsabilisation, l'autonomie et l'implication, dans le fond, il faut que l'employé soit en mesure d'avoir un impact sur les décisions et les actions qu'il prend dans le cadre de son travail. Il faut qu'il soit par contre imputable de ces actions-là et des décisions qu'il prend. Mais ultimement, c'est assez important en termes d'engagement comme tel. Puis la dernière dimension qui est ma préférée, je ne vous le cacherai pas, mais qui est aussi importante que les autres, hein, c'est la bienveillance. Donc, le sentiment de vouloir, dans le fond, le bien des autres, d'être généreux, d'être volontaire dans les actions qu'on va poser. Puis ça nous a amené, dans le fond, à traiter 4 sous-dimensions qui sont en lien avec la bienveillance. Le sentiment d'écoute et de compréhension, donc être capable d'écouter les collaborateurs, mais être capable de comprendre ce qu'ils ont à dire, être capable de se mettre à leur place sur ce qu'ils vivent comme tel. Et tout ce qui va toucher la gentillesse et les relations avec les autres. Donc, ce souci, j'en parle un peu, ce souci du bien-être des employés, mais s'assurer qu'il y a une belle collégialité avec les collaborateurs aussi. Toutes les notions de la sous-dimension du respect
donc être respectueux en milieu de travail, notamment au niveau de la santé psychologique, la santé mentale, la santé physique, être équitable comme employeur. Et le dernier, non le moindre, comme sous-dimension, c'est assez puissant, c'est donner le droit à l'erreur. Donc, avoir un contexte de travail où est-ce que l'erreur est tolérée, est acceptée, c'est un puissant. Ça, là, dans le fond, quand le droit à l'erreur n'est pas là, bien, on va vraiment avoir un impact important, négatif sur la créativité, sur l'innovation, sur l'apprentissage. Donc, dans une culture où le droit à l'erreur est possible, ce que ça fait vraiment, c'est que ça va stimuler, dans le fond, stimuler cette culture d'apprentissage-là qui est essentielle, surtout de nos jours, parce que le développement professionnel et le développement personnel est au cœur des demandes, dans le fond, des collaborateurs en ce qui concerne leur bonheur au travail. Le modèle comme tel, c'est un peu ça. Par contre, il y a un autre élément qui était très, très important pour nous autres, qui est au cœur de l'expérience employée, c'est les 3 besoins psychologiques fondamentaux de la théorie de l'autodétermination. Ce qu'on voit, c'est la boîte un peu expérience employée au milieu. Puis par là, on parle du besoin de compétences. Donc, les collaborateurs ont besoin de se sentir efficaces, ils ont besoin de se sentir utiles, ils ont besoin de se sentir en mesure de réaliser des tâches de différents niveaux de complexité, mais ils veulent aussi être en mesure de dépasser leurs limites. Mais pour ça, ce besoin de compétences-là, il est hyper important. Il y a le besoin d'autonomie, on vient juste d'en parler, être capable d'avoir un mot à dire sur la prise de décision et les actions qui impactent leur travail, notamment au quotidien. Puis le dernier, c'est le besoin d'affiliation sociale. Bien, c'est se sentir connecté aux autres, c'est se sentir supporté par les autres. Puis ça, si on est en mesure de combler, dans le fond, ces 3 besoins psychologiques fondamentaux-là, mais je pense que comme employeur, on va être dans une bonne position, on va être en mesure d'offrir une bonne expérience employée, dans le fond, à nos gens. Évidemment, pour moi, je veux juste terminer là-dessus. Il y a 5 vraiment principes directeurs qui sont importants dans la construction d'une marque employeur forte, mais surtout pour avoir une expérience employée optimale, favoriser les relations plus humaines, donc prendre le temps, être à l'écoute, puis comprendre. Ça, pour moi, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est de faire preuve de flexibilité maximale, donc valoriser l'autonomie, avoir confiance, puis surtout rendre les gens imputables. La troisième, c'est soutenir le développement professionnel. Donc, c'est discuter, prendre le temps de discuter avec les gens sur leur cheminement, où est-ce qu'ils se voient, où est-ce qu'ils veulent aller. C'est le planifier, puis c'est provoquer ces opportunités de développement-là pour les collaborateurs. C'est démontrer de la bienveillance, s'enquérir, outiller, encourager le bien-être, mais surtout aussi prendre en considération la santé mentale des gens. Le dernier, c'est donner un sens au travail, donc être socialement responsable, partager un but commun. Si vous faites ça, mais non seulement vous allez contribuer au bonheur de vos employés, mais eux autres aussi vont contribuer au bonheur et à la réussite de l'organisation. Ça, c'était le message qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Fait que ceci étant dit, on va passer, dans le fond, je vais redonner la balle à Hélène et Olivier pour la fin. Je te remercie, Nicolas. Alors, on va essayer de déconstruire aussi des mythes, des fausses croyances qu'on peut avoir autour de comment construire une expérience employée optimale, optimisée. Et peut-être parfois on a des freins. C'est comme en coaching. L'idée, c'est d'identifier nos fausses croyances pour commencer à agir. Alors, autour de l'expérience employée, il peut y en avoir un certain nombre. On en a retenu quelques-unes. La première serait un bon salaire suffit à engager les employés. Bon, ok, c'est désirable d'avoir un bon salaire, mais ça ne suffit pas. Tu l'as dit, tu l'as évoqué par rapport aux attentes des salariés juste avant et des employés dans les équipes, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, dans les enquêtes, dans les analyses scientifiques, l'idée c'est en gros les gens qui quittent l'entreprise dans les exit interviews, il n'y a que 12% des gens qui partent pour des raisons salariales. D'accord? Donc, les 88% d'autres qui quittent une entreprise, souvent, c'est pour des raisons plutôt plus psychologiques, comme le fait de se sentir digne de confiance ou d'être valorisé. Donc, le salaire, ça n'est pas, c'est un élément important de la motivation et de l'engagement d'un salarié, mais évidemment que ce n'est pas la seule raison et le seul levier qu'on peut avoir pour optimiser son expérience employée.
Le second, c'est celui qui consisterait à dire qu'il n'y a que les entreprises, on va dire, innovantes du domaine des nouvelles technologies, des industries créatives qui peuvent mobiliser leurs employés. Pas du tout. On l'a vu, le digital, les outils, et le témoignage d'Olivier tout à l'heure sur des outils digitaux pour engager, travailler avec l'équipe, repérer les signaux faibles, etc., créer de la proximité, sont importants et sont accessibles quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Évidemment, ce qui est important dans l'expérience employée, quand même, c'est de tenir compte de votre culture organisationnelle, de vos valeurs et des besoins de vos employés. Voilà. Le troisième, c'est cette fausse croyance qui dirait que c'est très coûteux et en fait, ça nécessite un budget très, très important. Ben non, en fait. Ben non. Les recherches, il y a un spécialiste qui s'appelle Paul White, spécialiste de la reconnaissance dans le milieu du travail, qui a fait une analyse et qui a indiqué qu'en fait, les paroles valorisantes étaient la première forme d'appréciation que les salariés souhaitaient recevoir au travail. Et la deuxième forme, la plus désirée, c'était des moments de qualité avec son manager, son gestionnaire ou son superviseur. Donc ça veut dire que c'est facile et ça peut être étonnamment très peu coûteux. Donc allons-y. Une quatrième fausse croyance, c'est que ça serait non maîtrisable, c'est-à-dire que ça serait vraiment intrinsèque aux salariés, ça serait comme un trait de caractère. Il y a des gens qui sont plus engagés que d'autres, c'est comme ça. Ben oui, il y a des gens qui sont plus résilients, qui ont des personnalités, qui sont enclines à s'engager plus facilement, plus rapidement, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que par contre, à l'inverse, tous les facteurs de désengagement sont extrinsèques aux salariés et sont souvent liés à un traitement injuste ou inéquitable au travail, une quantité de travail impossible à gérer, un manque de clarté dans les rôles et responsabilités, comme tu l'as évoqué, Nick, juste avant, un manque de communication et de soutien ou une pression excessive. Donc, c'est contrôlable. Ça, il vous appartient aussi, il nous appartient à tous de construire ça, évidemment, en fonction des besoins de nos employés, mais aussi des cultures et de ce qu'on peut mettre en place. Et pour finir, ça serait cette idée que c'est finalement construire et trouver l'engagement ou construire l'expérience salariée optimale, c'est un objectif insurmontable sans fin. Ben, oui, ça nécessite de le découper en objectifs, d'organiser ça de manière comme une planification stratégique minutieuse en fait. C'est un objectif ambitieux, mais certainement pas impossible. Et effectivement, la clé du succès, comme dans tous les objectifs très ambitieux, c'est de décomposer en étapes simples, facile à réaliser et surtout réaliste, qu'on peut toucher, qui contribue à conserver de la motivation et donc de l'engagement des équipes autour de ces ambitions-là. Voilà pour les mythes. Olivier, je te laisse la parole pour finir. Très bien, merci. Alors, en synthèse et pour clôturer ou tenter de clôturer l'ensemble des propos qui ont pu être tenus tout à l'heure, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cycle de vie d'un salarié, l'expérience employée, en fait, c'est un voyage, c'est une journée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur chacune des étapes, on a des actions qui peuvent être différentes, qui peuvent être identiques, mais sur lesquelles on a tous, qu'on soit manager, qu'on soit collaborateur, un rôle à jouer, que ce soit durant le recrutement, durant son développement du quotidien, que ce soit par l'intégration, la formation, mais le développement professionnel tout au long de sa carrière. Bien évidemment, sur des enjeux de rétention et de fidélité ou de fidélisation, l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre tout en œuvre pour faire en sorte qu'on ait envie de rester et ou envie de revenir. Et quand il doit y avoir un départ, de quelque nature que ce soit, faire en sorte qu'à un moment donné, tout soit mis en œuvre pour faire en sorte que cette expérience, que je redis, cette action très personnalisée et très orientée individu, humain, soit inoubliable et plein de bienveillance dans l'expérience du collaborateur pour, à un moment donné, que ça contribue à l'image de l'entreprise et puis surtout, lorsque ça peut se produire, à nos collègues, futurs anciens collègues, de revenir et qu'à un moment donné, là, on est sur un cycle, mais c'est pas, le schéma, il n'est pas parfait parce que si c'était un cercle, on serait vraiment sur un rond complet et c'est ce qu'on vous laissait dessiner pour le compléter et faire en sorte qu'on revienne sur le point de départ du recrutement. Voilà. Et encore une fois, ravi d'avoir pu partager ces moments précieux et importants à nos yeux avec vous. Je regarde le temps. Je vous remercie beaucoup, chers conférenciers. Je regarde le temps, puis malheureusement, si on veut suivre notre horaire qui est très serré pour cette matinée, on a eu 3-4 questions qui étaient fort intéressantes. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant que nos conférenciers puissent prendre connaissance des questions, peut-être répondre dans un chat pour nous permettre de bien suivre l'horaire de la journée. Je vous remercie, Hélène, Olivier, Nicolas, pour ce début de journée extraordinaire. Je pense que ça met la table pour les prochaines conférence. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci tout le monde et bonne journée.
Merci beaucoup.